Selon une étude britannique parue en 2006, les habitants du Vanuatu seraient le peuple le plus heureux du monde. Avec ses eaux turquoises et son climat tropical, cet archipel du Pacifique est un petit paradis terrestre. Une terre généreuse et nourricière où règne une douceur de vivre. Nous sommes à 16 000 km de la France. Depuis Sydney, en Australie, il faut encore près de 4 heures de vol pour rallier ce territoire éclaté en 83 îles, proches de la Nouvelle-Calédonie. 260 000 habitants s'y répartissent sur plus de 1200 km du nord au sud. Le Vanuatu est une ancienne colonie franco-britannique. Une cogestion qui a duré près d'un siècle. En 1980, cet État insulaire accède en douceur à l'indépendance. Port Vila, la capitale, garde quelques traces de son passé colonial. Si la population parle toujours français et anglais, il existe près de 110 langues et dialectes, dont le Bislama, la langue commune. Cette diversité culturelle, cet archipel de Mélanésie la doit au morcellement de son territoire. Mais cette géographie si particulière rend aussi le Vanuatu plus vulnérable aux catastrophes naturelles. Éruptions volcaniques, cyclones, séismes, le pays cumule à lui seul tous les fléaux possibles. Quand l'eau est entrée dans le village, nous sommes allés chercher nos femmes et nos enfants dans les maisons. Un peu partout, les volcans menacent en permanence les dizaines de milliers d'habitants qui vivent sur leurs flancs. On a 5 volcans actifs. Ce n'est pas des volcans en dormance, on a 5 volcans actifs. Et chacun de ces volcans-là est spécifique. Des risques multiples, un pays éclaté, un casse-tête pour le Vanuatu et une question. Comment venir en aide aux populations les plus isolées, celles qui vivent loin de toute infrastructure ou moyen de secours? Depuis des années, le gouvernement en appelle à l'aide internationale. Mais si des promesses ont été données, elles ne sont guère traduites en actes. On parle beaucoup de fonds climatiques. Les pays donateurs, les grands pays, nous disent que oui, on a mis des milliards de dollars là-dessus pour aider nos populations. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait, quoi. Avec ses moyens dérisoires, un budget équivalent au 10e à peine de celui d'une ville comme Paris, le Vanuatu tente de lutter contre ces fléaux. Mais que pourra-t-il faire à long terme sans aide internationale? Ce rocher, posé sur l'océan, est à l'image du pays. Un paradis bien fragile. Le Vanuatu, ce pays jailli des eaux, comme on l'appelle parfois, est plus que jamais menacé par les éléments. Nous sommes à Port Vila, la capitale. À l'héliport, l'équipe de Sylvain Todman s'affaire. Dernier préparatif. Il travaille pour l'Agence de gestion des risques naturels du Vanuatu. Là, cette mission-là, on va assurer la maintenance de la station aujourd'hui et puis installer la caméra pour la prise de vue en temps réel. La station dont parle le volcanologue Sylvain Todman, c'est une station de surveillance volcanique située à 200 km de là. Direction Ambrim, une île à 1 heure de vol au nord de la capitale. On y trouve l'un des 5 volcans actifs de l'archipel. Sylvain Todman, le volcanologue, et Jean-Vion Sévuard, le technicien de l'agence, ne s'y rendent qu'1 ou 2 fois par an. Cette fois-ci, ils doivent y installer une caméra destinée à surveiller l'activité du volcan en temps réel. Vu du ciel, le Vanuatu dévoile son relief si particulier. Depuis 10 ans qu'il travaille au Vanuatu, le Français ne se lasse pas de ce décor, mais il sait aussi que cette beauté est née d'un cataclysme. Donc là, tout l'échappée d'île que
que l'on voit sur le côté droit de l'hélicoptère, c'est tout un chapelet d'îles issu en fait d'une même île. Cette île-là s'appelait Kauai. Et l'éruption de Kauai en 1453 a complètement détruit l'île. Il faut savoir que cette éruption en 1453, les historiens et les glaciologues sont en train de faire des recherches et ont montré que c'était une des éruptions les plus importantes des 500 dernières années dans le monde. Au loin, sur la droite de l'appareil, l'équipage aperçoit un premier volcan actif, le Lopevi. Un cône parfait, posé sur l'océan. Après 50 minutes de vol, l'île d'Ambrim est en vue. Le volcan est presque toujours recouvert par une épaisse couche nuageuse. Sera-t-il visible ce matin? L'équipe retient son souffle. Oh, beautiful. Bembo et Marou complètement dégagés juste en face. Ah, là c'est vraiment good. Ouais, super. La vue sur la caldeira est imprenable. La caldeira, c'est ce grand cirque rocailleux d'une dizaine de kilomètres de diamètre, les restes d'un ancien cratère. Et là, regarde, on a la station juste en face. That's the station straight on the nose, eh? Actuellement, vous pouvez voir deux complexes volcaniques, donc le complexe volcanique du Maroum sur la droite. Et là, en face, on a le cratère du Bembo. Vous pouvez prendre une photo pour moi? Oui, ok, je vais essayer. Donc là, on voit l'intérieur du cratère du Bembo. Parfois, on a un mini lac de lave à l'intérieur. Oh, excellent! Very big one. Okay, yes. Yeah. Ah, yeah, awesome, mate, thank you. I've seen those. C'est fabuleux. Je n'ai jamais vu le Bembo comme ça. Il est vraiment actif, très actif. Yeah, very big. C'est très turbulent ici à cause de l'air chaud. Juste au-dessus du cratère, l'hélicoptère est un peu secoué. Après ce survol, l'appareil dépose l'équipe près de la station. Une fois le matériel débarqué, Janvion pourra commencer l'installation de la caméra. Une opération qui va prendre plusieurs heures. L'hélicoptère ne pourra attendre l'équipe qui, elle, a prévu de rester 2 jours sur place. Sylvain, lui, veut aller observer de plus près l'activité du volcan. Pour cela, il a donné rendez-vous à Josis Wilfried. Good morning, boss. Salut chef, C'est l'un des 8 guides habilités à monter au sommet du volcan. Ça va? quand vas-tu? Ça fait un moment, hein? Ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? Au moins 10 ans. Les 2 hommes entament l'ascension du Maroum. Comme pour le Bembo, un lac de lave y est régulièrement visible. Cette ascension va prendre environ 2 heures. Très vite, la végétation laisse la place à une terre sans vie, aux couleurs de rouille, en raison de sa haute teneur en fer. Un décor qui ferait presque oublier que les 2 hommes sont bien sur Terre. À 800 mètres d'altitude, les dégagements de dioxyde de soufre rendent l'air irrespirable. La consommation est vraiment très importante. Sur le Maroum, on a vu que c'est entre 5 et 6 000 tonnes de dioxyde de soufre par jour. Donc le port du masque à gaz est vraiment fortement conseillé, sinon obligatoire.
5 à 6 000 tonnes de dioxyde de soufre expulsées chaque jour. C'est le plus fort dégagement de ce genre observé sur Terre. Après un dernier effort, les deux hommes arrivent au bord du cratère. Rares sont ceux qui s'aventurent jusqu'ici. C'est magique, fabuleux, tout ce que vous voulez. C'est un des seuls lacs de lave au monde accessible. Un lac de lave d'environ 40 à 50 mètres de diamètre, 200 mètres de profondeur. Une vue directe sur le cœur de la Terre. Pour nous, volcanologues, en plus, c'est encore plus majestueux parce que c'est vraiment l'expression de ce qui se passe en profondeur. L'expression des phénomènes physico-chimiques qu'on a en profondeur, à quelques kilomètres de profondeur dans la chambre magmatique. Depuis sa première visite en 2003, le volcanologue étudie sans relâche l'activité si particulière d'Ambrym. Les deux types d'activités dangereuses qu'on peut avoir sur ce type de volcan ici à Ambrym, c'est soit une arrivée en surface d'une grande quantité de gaz ou une grande quantité de lave, et qui à ce moment-là peut se fragmenter, et en se fragmentant, produit un grand nuage de cendres. Un nuage de cendres qui peut monter à environ 8 à 10 000 pieds et se répandre tout autour de l'île. Et l'autre danger, c'est qu'en fait, comme on peut le voir à la surface, c'est que cette caldeira-là, en fait, elle est remplie de cavités. Et quand toutes ces cavités sont pleines, on dit que le système est sous pression. Et là, la lave sous pression sort. Cette montagne rougeoyante qui gronde régulièrement inspire depuis toujours la crainte à Ambrym. Il y a très peu d'habitants de l'île qui viennent ici, parce que beaucoup ont peur de voir le volcan en activité. Ils le connaissent mais le craignent parce qu'ils ont entendu toutes sortes d'histoires à son sujet. Au cours du XXe siècle, de nombreuses éruptions secouaient l'île. Des explosions suivies de gigantesques panaches de cendres et surtout des coulées de lave. Les plus dangereuses se produisent à l'extérieur de la caldeira. Elles dévalent les pentes du volcan jusqu'à la mer, rasant tout sur leur passage, culture et village. À travers ces coulées de lave, c'est toute l'histoire du volcan que l'on peut retracer. Elles ont façonné le relief de l'île et continuent à le faire. Donc là, vous pouvez voir les traces d'une ancienne coulée de lave. Donc c'est la coulée de 1986 qui s'est ouverte à l'intérieur de la caldeira, juste au pied du Maroum, et qui a créé cette coulée. Donc cette coulée de 86 qui s'est arrêtée juste devant. Là, on voit bien la limite au niveau de la vallée. Il faut savoir que la coulée de 86 et 88, ce sont les deux dernières coulées. Donc on s'attend, si on suit la cyclicité normale, en tout cas l'historique des coulées de lave du volcan Maroum et Bembo, à avoir une coulée de lave dans très peu de temps. D'après les études des scientifiques, les coulées se produisent ici tous les 25 à 30 ans. Retour à la station de surveillance. Il ne reste qu'à finaliser l'installation de la caméra. Avec ces deux objectifs, elle va pouvoir filmer le volcan de jour comme de nuit. C'est moi qui tourne. Un nouvel outil de surveillance pour cette station construite il y a 4 ans. Avec son budget limité, le Vanuatu tente peu à peu d'améliorer la prévention des risques naturels. Le problème dans le cas de l'activité volcanique, c'est que on ne peut pas se fier qu'à un seul type d'instrument. On peut avoir parfois du dégazage sans signal sismique précurseur. Parfois, on peut avoir des gonflements de la caldeira du cratère sans signe précurseur. On peut avoir la sismicité et puis rien voir d'un point de vue de l'observation. Donc, sur tout ce qui est risque volcanique, c'est très bien d'avoir la multi-instrumentalisation. Le set minimum qu'on devrait avoir sur ce type de station, c'est un sismomètre, une caméra pour l'observation visuelle, un GPS, et ce qui serait bien aussi, c'est une mesure de gaz en continu, surtout dans le cas du volcan
de ce volcan-là. Un détecteur de gaz, ce sera sans doute le prochain investissement. À titre de comparaison, un volcan aussi actif que l'Etna en Sicile dispose à lui seul de dizaines de stations comme celle-ci. Tu crois que ce serait bien de soulever un petit peu, hein? Ouais, je pense aussi parce que tu vois, en fait, on a vraiment beaucoup de terre en dessous là. Ouais. Tu peux le tourner un peu plus? Je sais. Un tout petit peu, hein. Ce qu'on veut voir, c'est à partir de la cône jusqu'en haut. Si on a une explosion, comme ça, on pourra voir le panache de cendres et tout ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire, de soulever un peu le caméra pour avoir une visuelle un peu plus haut, quoi. En Europe, depuis l'éruption en Islande il y a 2 ans, vous êtes sensible à ça. On a un rôle vis-à-vis de la surveillance aérienne. Très souvent, on a des avions en fait, qui arrivent de la côte ouest des États-Unis, ou qui arrivent d'Hawaï, ou qui arrivent de Fidji, ou qui arrivent de Papouasie-Nouvelle-Guinée vers la Nouvelle-Zélande, et donc qui croisent la route sur Ambrim, et donc qui voient le panache de cendres. Et la première chose qu'ils veulent, c'est avoir un visuel. Thomas. Yeah. Ah voilà, c'est bon là, super. Alors ça y est, Ambrim est sous surveillance? Exactement, ça y est. Et puis normalement, dès ce soir, on pourra se connecter sur Internet et puis donc voir la dernière image du volcan, des 2 volcans d'Ambrim, Bembo et Maroum, depuis la station de surveillance de la caldeira. Le lendemain matin, les 2 hommes prennent la route de Meltugan, l'un des villages les plus exposés au gaz expulsé par le volcan. Au bout de quelques centaines de mètres, le contraste est saisissant. Le sol lunaire et silencieux de la caldeira cède la place à une jungle luxuriante. À l'ouest d'Ambrim, tout autour de la caldeira, dans l'épaisse végétation qui recouvre l'île, vivent plus de 6000 habitants, répartis en une quinzaine de villages. Il faut compter près de 4 heures de marche pour rallier le village de Meltugan. Sur le chemin, des nouvelles arrivent de Port Vila. On a reçu un SMS du bureau là. Bonjour Sylvain, bonjour Jean-Vion. Juste pour vous dire, merci pour la belle surprise de ce matin avec la photo d'Ambrim au bureau. Live cam, bravo et chapeau, cela mérite d'être arrosé. Excellent. Content, hein? Bon, monsieur. Ouh, génial. Sans les habitants de Meltugan, la station de surveillance n'aurait jamais pu être installée. Ils ont acheminé les matériaux jusqu'à la caldeira. Sylvain tient absolument à les tenir informés de ses derniers travaux. C'est la fin de journée au village. Bon, allez, on va aller voir le chef Philippe. Le chef Philippe dirige le village. Sylvain et Jean-Vion entretiennent avec lui des liens privilégiés. Good afternoon, Chief. Bonjour chef, comment allez-vous? Ça va, et vous? Vous allez bien? On vient juste de descendre du volcan. Vous êtes arrivé quand? Ce matin, nous sommes venus spécialement pour vous voir. Sylvain ici? Donc là, on est dans le village de Meltugan. Donc c'est le village qui est le plus proche du volcan à l'ouest de l'île. Et on sait que ce village est exposé à la fois au gaz volcanique, assez fréquemment, de manière assez fréquente, avec des pluies acides, et potentiellement des coulées de lave en cas d'éruption majeure. Allez donc saluer ma femme à la cuisine. Elle est en train de préparer le lap-lap. Ok, merci beaucoup. Si Sylvain fait partie de la famille, c'est qu'après 10 ans passés au Vanuatu, il parle parfaitement le bishlama et en connaît la culture. Bonjour Irina. Bonjour. Tu as presque fini le lap-lap? Oui. Tu veux qu'on t'aide? Oui, je veux bien. Tiens, Jean-Vion, on va le porter.
Le lap-lap, c'est une pâte à base de manioc cuite à l'étouffée, le plat national du Vanuatu. Rina vient de faire chauffer les pierres volcaniques. On va remettre le lap-lap sur le feu chaud et les pierres volcaniques dessus. C'est avec des pierres volcaniques à chaque fois? Ouais, principalement c'est avec des pierres volcaniques, ouais, ça garde bien la chaleur. Le volcan ne fournit pas seulement ses pierres aux habitants, il offre aussi une terre fertile. Pendant que le travail continue en cuisine, le chef Philippe nous emmène voir ses cultures, situées à quelques minutes de marche du village. Nous devons prendre ce chemin. Le jardin se trouve par là. Ici, on cultive du taro, des bananiers, du manioc, du chou des îles. Et nous avons aussi planté des haricots dans ce jardin. Mais ce que le volcan donne, il le reprend parfois. Nous ne sommes qu'à 12 km à vol d'oiseau du cratère et de ses rejets toxiques. Une menace permanente pour les cultures. Lorsque le volcan projette des cendres, elles retombent parfois sous forme de pluie acide, ce qui fait que dans les jardins, les plantes se dessèchent. Lorsqu'il y en a beaucoup, nous venons au jardin et nous découvrons que toutes les feuilles de nos bananiers ont jauni. Cela fait que les régimes de bananes ne se développent pas bien et ne grandissent pas. Comme la majorité des habitants de l'île, le chef Philippe vit avec le volcan au quotidien. Il a bien tenté une fois de se rendre au sommet. Il s'en souvient encore. La première et unique fois que je suis allé près du volcan, c'était en 2004. Je voulais vraiment aller au sommet, mais je ne pouvais pas monter, car il n'y avait pas de guide pour me conduire jusqu'au cratère et je n'ai pas pu voir la lave qui se trouvait au fond. Avant de rentrer au village, le chef Philippe cueille quelques racines. Ça, c'est du kava. On va prendre ces racines-là, on les nettoie, puis on les coupe en petits morceaux. Au village, ils vont les hacher à la machine jusqu'à ce qu'elles soient bien broyées. Ensuite, ils vont les filtrer et nous pourrons boire le jus ce soir. Le kava est une institution au Vanuatu. Chaque soir, les hommes accompagnent leurs longues palabres de ce breuvage amer, aux vertus si particulières. Alors le kava rend plus fort? Non, faible. Beaucoup plus faible. On oublie le travail, on se repose. C'est pour se relaxer. Oui, exactement. Avant de boire le kava, le chef réunit les habitants. C'est Sylvain qui prend la parole. Ces échanges permettent à l'expert de mieux comprendre leur rapport au volcan. Ok, je vous ai réunis pour parler de l'éruption qui s'est déroulée en 1913, il y a 100 ans. Demain, nous allons commémorer le 100e anniversaire. C'était le 7 décembre 1913. L'éruption a détruit le dispensaire qui se trouvait là-bas, à Deep Point. Les anciens ont dû vous raconter. Vous vous souvenez, chef ? Nous connaissons les histoires racontées par les anciens. Les hommes se sont fâchés à cause d'une chose futile, pour laquelle il n'était pas nécessaire de provoquer une éruption. Ils étaient fâchés pour une histoire de cochon. Alors ils sont allés voir l'homme qui a des pouvoirs sur le volcan et il a provoqué l'éruption. Pour les anciens, activités volcaniques et magie noire ont longtemps été indissociables. De génération en génération, l'histoire des colères du volcan s'est transmise oralement, mais aussi grâce à ses dessins,
typique de l'île d'Ambrym. Seules ces rares photos témoignent de cette journée tragique du 7 décembre 1913. Ce jour-là, la lave détruit tout sur son passage. Près de 600 habitants de l'ouest de l'île sont évacués. Des survivants. La coulée est passée par ici et elle est descendue jusqu'à Sessivi. Lorsqu'ils ont vu la lave arriver, les anciens sont allés se réfugier sur un sommet. Et là, ils ont attendu. Je me souviens que mon aïeul me racontait comment ils observaient la progression de la lave, pour ne pas être sur son chemin. C'est ça qui les a sauvés. Est-ce que vous en avez discuté avec vos enfants? Que les anciens sont allés se réfugier au sommet de la montagne. C'est une information à partager. Nous ne voulons pas effrayer les gens, mais sachant ce qui s'est passé, il faut que vous y soyez préparés. Nous devons nous souvenir de cela, au cas où cela se reproduit. Auparavant, il n'y avait que 500 ou 600 personnes vivant à l'ouest d'Ambrym. Aujourd'hui, il y en a près de 6000. Donc là, ce dont on est en train de parler, c'est ne pas perdre ce savoir traditionnel et comment on peut essayer de le passer, comment on peut en discuter. Donc là, c'est essayer de voir ensemble comment on peut essayer de parler avec les conseils des chefs pour pouvoir améliorer cette prévention, en fait. On n'attend pas les gens de Port-Vila pour pouvoir venir ici, on essaie de s'organiser. Eh bien, j'ai fini ma présentation. Maintenant, la discussion est ouverte. Nous pouvons aller boire le kava. Comme souvent au Vanuatu, la soirée se termine en musique, autour du lap-lap et du kava. Allez, c'est parti. Le lendemain, pour le chef Philippe, c'est un grand jour. Il se rend à Deep Point, un lieu dit à 2 heures de son village. À l'endroit de ce lac, formé après l'éruption de 1913, se trouvait le plus grand dispensaire du pays à l'époque coloniale. 21 patients perdent la vie. Le village voisin de Llanwolwol disparaît sous les coulées de lave. À ce jour, personne ne connaît le nombre exact de victimes. 100 ans plus tard, jour pour jour, des habitants d'Ambrym souhaitent commémorer le drame pour que personne n'oublie cette tragédie et la menace que constitue le volcan. Nous sommes ici aujourd'hui pour inaugurer cette stèle et cette plaque, pour commémorer ces 100 ans pour la gloire de Dieu. C'est vraiment important de garder la mémoire de la grande éruption de 1913 et de la destruction du premier dispensaire d'Ambrym. Si la plaque commémorative n'est pas arrivée à temps de Port-Vila, les mots, eux, donnent un écho particulier à cette cérémonie.
Le dispensaire disparu sur ces terres à Deep Point sera, pour nos tribus, le lieu de la purification et de la réconciliation avec notre terre. Ainsi en a décidé la volonté de Dieu, pour nous, pour tous, partout sur l'île d'Ambrim et partout ailleurs. Nous repartons vers la capitale. Port Vila, le cœur économique et administratif du Vanuatu. Elle compte près de 30 000 habitants, une population jeune, à l'image de celle du pays, près de 60% à moins de 24 ans. Une ville développée qui contraste avec le mode de vie traditionnel des autres îles. Au milieu de cette cité tranquille, le centre d'alerte du Vanuatu vient rappeler que de nombreux risques naturels menacent toujours le pays. C'est ici qu'arrivent toutes les données des stations de mesure installées sur le territoire. Ce centre d'alerte sera le premier au courant en cas de catastrophe. Sylvain Tonman nous présente le dernier investissement du centre, la nouvelle salle de contrôle. Ok, donc là on est vraiment dans la salle de contrôle du centre d'alerte. Donc ici c'est vraiment une salle opérationnelle en cas de crise. Donc on a une série d'écrans sur ce mur qui représentent pour la moitié droite tout ce qui est risque météorologique et pour la partie gauche tout ce qui est risque géologique. C'est très difficile d'avoir une échelle de quel est le risque qui peut impacter le plus le Vanuatu. Par exemple, on a 5 volcans actifs. Ce n'est pas des volcans en dormance, on a 5 volcans actifs. Et chacun de ces volcans-là est spécifique. On a en moyenne entre 1 et 2 séismes de magnitude 7 par an au Vanuatu. On a entre 1 et 2 tsunamis notables tous les 10 ans au Vanuatu. On a environ 1 à 2 cyclones par an au Vanuatu. Donc c'est vraiment un panel de risques avec une fréquence notable. Ici, les données des 44 stations de mesure réparties dans le pays sont analysées à la loupe 24 heures sur 24 par les scientifiques. Désormais, sur les écrans de contrôle s'affiche l'image du volcan d'Ambrim, mais aussi les informations concernant les derniers séismes. Au Vanuatu, la terre peut trembler à tout moment. Ici, c'est une carte qui est générée tous les jours et qui montre le nombre de séismes qui ont été détectés. Donc vous voyez, tous les points rouges en fait, indiquent des séismes de surface. D'où l'importance de la surveillance de ces séismes-là, parce qu'ils sont extrêmement générateurs de tsunamis puissants, surtout à faible surface. Plus loin, des images satellites de la météo du jour. Donc là, on est en période cyclonique actuellement. On voit qu'on commence à avoir pas mal de cellules dépressionnaires qui commencent à se créer là au sud du Vanuatu, quelques-unes au sud-est de l'Australie. Donc c'est ce genre d'outils qu'on utilise pour suivre aussi l'évolution des cyclones dans la région. Janvier 1999, le cyclone Olinda fait la une des médias jusqu'en Nouvelle-Zélande. Another cyclone, Olinda, is now poised to pound the Pacific island of Vanuatu. The islanders are still trying to recover from 150 km/h winds that flattened homes and killed 2 people. The massive storm surge of Cyclone Dani pounding the coast of Port Vila as blinding rain and 150 km/h winds battered the island. A flash flood turned a road into a river. The driver struggling to keep the car. Vagues immenses, pluies diluviennes et vents violents provoquent des glissements de terrain et de nombreux dégâts. En 30 ans, une vingtaine de cyclones comme celui-ci ont frappé le pays. Si les victimes sont rares, le bilan économique, lui, est très lourd. Il faut à chaque fois reconstruire de nombreuses infrastructures. Pour limiter les risques, le pays investit. Ce jour-là, au département météo risque naturel, c'est l'heure de l'inauguration officielle de la nouvelle salle de contrôle.
J'invite Monsieur le Premier ministre et Monsieur Franz de la Banque mondiale à monter pour visiter notre nouveau centre d'alerte. C'est tout ça. Attention, ne coupez pas les câbles avec. Ok. Wait. Ready? Go. Le projet a été financé par le Japon, mais c'est la Banque mondiale qui le met en œuvre. Thank you to the France because you're doing part of course for decades. And all this if you take the 20 countries. Si vous prenez les 20 pays les plus menacés au monde par les risques naturels, 8 se trouvent dans le Pacifique. Et parmi ces pays, le Vanuatu est le plus vulnérable. Cela représente un coût pour le pays de 6 à 7 points de PIB. Et ceci est une moyenne, car il y a des années où il ne se passe rien, et d'autres où une catastrophe peut coûter 30 à 40% de la richesse nationale. 6 à 7% du PIB, soit un coût moyen chaque année de 36 millions d'euros pour le pays. Avec ces nouveaux outils de surveillance, le Vanuatu espère limiter les dégâts et atténuer les conséquences sur les 2 secteurs économiques les plus porteurs, l'agriculture et surtout le tourisme. L'enjeu est de taille pour ce pays qui, depuis 2011, a quasiment doublé sa capacité d'accueil touristique. Signe de leur engagement, les autorités ont créé un ministère des changements climatiques, le premier du genre dans la zone Pacifique. Mais pour le chef du gouvernement, le pays ne peut s'en sortir seul. Moi, je n'ai pas de solution pour le moment. En tant que Premier ministre, je n'ai pas de solution. D'abord, on n'a pas les moyens, ça c'est un fait. On subit et on nous parle d'un front climatique depuis des années. On ne voit rien venir, c'est le gros problème qu'il y a. On parle beaucoup de front climatique, les pays donateurs, les grands pays nous disent que oui, on a mis des milliards de dollars là-dessus pour aider nos populations. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait, quoi. Plus que des paroles, le Premier ministre attend des actes. Ce message, il l'a relayé devant les Nations Unies. Il a plaidé la cause de tous les États insulaires du Pacifique. Il est évident, Monsieur le Président, qu'il y a beaucoup de débats sur les questions du changement climatique. Mais au niveau de l'exécution de financement a été peu satisfaisant. Vu les impacts du changement climatique rapide sur les petits États insulaires, nous appelons à plus de mesures et de décisions sur ce front. Je vous donne un exemple. On a eu un glissement de terrain sur l'île de Pama. Ça a affecté 40% de la population. J'ai été sur place et à moyen terme, on est obligé de déplacer une population d'à peu près de 3000 personnes. Les enlever de l'île pour les mettre ailleurs. Ça, c'est un coût. D'abord, il faut déjà convaincre les îles d'à côté pour les accueillir, ça c'est la première chose. Et deuxième, pour les déplacer, ça a un coût. Leur jardin et tout le reste. Avec les fléaux qui le menacent, tôt ou tard, le Vanuatu devra sans doute évacuer les zones les plus menacées du pays. À l'autre bout de l'archipel, les îles Torres. 2 avions par semaine atterrissent ici. Quant à l'unique bateau de commerce qui ravitaille la population en produits manufacturés, il ne vient que 4 fois par an. Un isolement qui pose problème, car ces terres sont régulièrement frappées par des cyclones ou secouées par des séismes. Nous sommes dans le village de l'Irak, sur l'île de Tegua. Et Jel Selwyn est le pasteur de ce village de 80 âmes. Il nous emmène dans la seule maison qui permet d'être en contact avec l'extérieur. C'est la salle radio. Cet émetteur a été installé par le gouvernement en 2009. Et c'est le seul moyen de communiquer? C'est le seul moyen pour nous de communiquer avec les autres îles des Torres et les autres provinces du Vanuatu. C'est la radio. Et elle fonctionne bien? Elle a bien marché jusqu'à maintenant.
Plus qu'un moyen de communication, c'est une ligne de vie et de secours pour la population qui n'en disposait pas lors du dernier grand séisme de 1997. Ce jour-là, un séisme de magnitude 7 frappe les Torres. Ces images sont tournées près d'une semaine après le tremblement de terre. Elles montrent des récifs fracturés, des falaises écroulées et cette cocoterie inondée. Depuis ce drame, l'île a changé de physionomie. Cette animation de l'Observatoire sismique américain montre clairement le phénomène. La plaque australienne glisse lentement sous la plaque océanique. À intervalles réguliers, elle provoque un séisme. Conséquence directe, un tsunami déferle sur les côtes. Il ne reste que les poteaux et les fondations d'une maison que nous avions bâtie ici. C'est ici que se trouvait notre village autrefois. Un peu plus loin, le pasteur Edgel nous montre les vestiges de sa maison, noyée sous la végétation. Cette nuit-là, il y a eu un grand séisme. L'île entière tremblait. En l'espace de 5 minutes, le niveau de la mer a commencé à monter. Quand l'eau est entrée dans le village, nous sommes allés chercher nos femmes et nos enfants dans les maisons. Et nous nous sommes échappés au plus vite. Ils trouvent refuge un peu plus loin dans les terres, le temps que l'eau redescende. Mais face au risque d'une nouvelle submersion, les autorités décident de déplacer le village. Le village était là-bas. Cette grande baie, c'est là où était l'ancien village. C'était là où nous vivions avant, puis nous avons déménagé en 2005. Victimes de leur isolement, les habitants attendront 8 ans avant que l'État ne débloque les fonds pour la reconstruction du village, à seulement quelques centaines de mètres du littoral. Le gouvernement du Vanuatu vient seulement quand il y a une catastrophe. Ils ne font pas grand-chose dans les îles pour nous aider. Nous sommes coincés. Nous vivons de ce que nous produisons. Nous dépendons des jardins, de la brousse, des forêts, de toutes nos ressources. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Les habitants vivent aujourd'hui sur une terre à peine plus élevée qu'autrefois. Cela suffira-t-il pour les sauver en cas de nouveau tsunami? Malgré le danger, Edgel le pasteur, comme toujours, s'en remet à Dieu. Dieu nous a aidés. Quand le tsunami est arrivé, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a eu aucun accident grave. Nous avons été sauvés. Sur cet îlot perdu, Dieu n'est pas le seul à qui la population s'en remet. Il y a aussi la Croix-Rouge. Elle assure un suivi régulier en matière de prévention. Benjamin Brown vit sur l'île voisine de You. Il vient régulièrement vérifier que le village est prêt à réagir en cas de nouvelle alerte. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Je suis venu faire un point sur le dispositif d'évacuation. Ceci marque la limite du tsunami de 1997. La mer est montée jusqu'ici. Comme ça, si un tsunami se produit à nouveau, les gens sauront que l'eau a atteint ce niveau. Pour faire face à toute submersion brutale, une voie d'évacuation vers la colline a été mise en place. Elle doit être entretenue et souvent défrichée afin de permettre le passage de tous les villageois.
Ici, nous allons dégager de nouveau pour nous assurer qu'en cas de cyclone, tout le monde, y compris les enfants, puisse passer. On ne veut pas qu'il y ait d'accident pendant l'évacuation. Ok, c'est quand la dernière fois que vous avez dégagé le chemin? C'était en septembre. En septembre? C'est bien, mais combien de mois cela va prendre pour le dégager à nouveau? 3 mois. Ce chemin est la route d'évacuation qui mène à une grotte au sommet de la colline. Si un cyclone ou un tsunami se produit, les villageois devront l'emprunter. Après une ascension d'une 50aine de mètres, l'abri apparaît sous l'épaisse végétation. C'est ici, dans cette grotte, que se réfugient les habitants du village. Ils viennent jusqu'ici quand il y a un cyclone ou un tsunami. La dernière fois que nous sommes venus ici, c'était en 1988 pour le cyclone Anne. Nous nous sommes réfugiés ici parce que le cyclone a tout emporté, détruit nos maisons et nos biens. Nous sommes restés ici pendant 1 mois. Si cette grotte est aujourd'hui un abri de secours, elle l'est sans doute depuis longtemps. La preuve, sur les parois, d'anciennes peintures sont encore bien visibles. Certaines pourraient avoir 2000 ans. On peut penser que depuis toujours, les habitants viennent se réfugier ici, sous la protection de leur Dieu. Cette terre, léguée par les anciens, doit permettre d'une génération à l'autre de préserver un mode de vie en harmonie avec la nature. Les changements en cours dans l'île, dus à la montée des eaux, ne sont pas sans conséquences sur les ressources naturelles. Les Torres sont réputés dans tout le pays pour leurs crabes de cocotier, l'une des principales ressources des habitants. Nous suivons Edgel et sa cousine Bettina lors d'une capture. Ces gros Bernard l'ermite, peu farouches, vivent au bord de l'eau, au pied des cocotiers. Les noix dont ils se nourrissent donnent à leur chair une saveur exceptionnelle. Certains vivent dans le sol, d'autres dans les arbres, d'autres dans les trous des rochers. Quand nous voulons manger du crabe, nous cueillons des noix de coco et nous préparons les pièges. Nous posons les pièges dans les endroits principaux où nous savons qu'il y a plein de crabes. Nous les posons là où nous savons que nous pourrons en attraper. Nous les posons dans la journée et nous venons la nuit à 11h ou minuit, parfois plus tôt à 7h. Le crabe sort la nuit, sans la noix de coco, et là, nous les attrapons. Facilement. Autrefois abondants, les crabes sont aujourd'hui menacés du fait de la modification de leur habitat. Une épreuve de plus pour les villageois de Tegua. Entre 1997 et 2009, le niveau de l'océan est monté de 27 cm sous l'effet conjugué des changements climatiques et de l'enfoncement de la plaque tectonique. Une avancée inexorable. Pour avoir dû déplacer leur village, les habitants de l'Irak ont reçu de l'ONU en 2005 le titre de réfugiés climatiques. Ce seraient les premiers au monde.
C'est quelque chose de personnel entre vous et lui seul. C'est le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, le second avènement du Christ sera une chance pour vous et pour moi de persévérer dans nos vies. Cela est notre destin dans le royaume de Dieu. Les villageois de l'Irak pourront-ils continuer à prier sur leur terre? Ou bien faudra-t-il, ici et ailleurs au Vanuatu, trouver des solutions radicales en incitant les habitants à rejoindre les plus grandes îles pour pouvoir mieux les protéger? Rompre l'isolement afin de limiter les risques pour les populations. En attendant une telle décision politique que le Premier ministre estime difficile et coûteuse à envisager, les habitants ne peuvent pour l'heure compter que sur eux-mêmes.